effectivement, j'ai un peu de difficulté pour intervenir devant vous aujourd'hui parce qu'en fait, je me sens totalement illégitime par rapport au fondement de la question qui est posée. Existe-t-il un traitement spécifique des agresseurs sexuels, des auteurs d'agressions sexuelles, puisque j'ai essentiellement un travail de psychiatre qui ne consulte plus, qui ne reçoit plus, qui ne fait plus de soins depuis maintenant plus de 6 ou 7 ans, et qui, l'essentiel de ma pratique est consacré à l'expertise et puis de façon un peu plus accessoire au travail de médecin coordonnateur. Donc cette idée de savoir s'il existe un traitement spécifique, finalement c'est un peu la mienne, on va voir dans quelle mesure, mais c'est pas vraiment moi qui fais des soins aux auteurs d'agressions sexuelles et je suis très admiratif, je dois le dire, à mes collègues qui s'y collent. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que le psychiatre expert est souvent également médecin coordonnateur et on peut se poser la question de savoir si cette articulation entre expert d'un côté et coordonnateur de l'autre est légitime elle-même. En tout cas, bien entendu, ils ne sont pas coordonnateurs pour les personnes qui les ont expertisées, mais en raison de la raréfaction du caractère rare des experts et des coordonnateurs, il devient de plus en plus fréquent que le juge nous demande, si ça ne nous dérange pas, après avoir été à expertiser quelqu'un, d'assurer également la coordination. Bon alors commençons par le début, bref rappel, 54, les alcooliques dangereux, on imagine que la justice peut les obliger à se soigner. Donc, à côté des soins libres, des soins sans consentement en psychiatrie qui existent par ailleurs, à chaque époque, ces problèmes, dans le cadre de la lutte contre l'infraction sexuelle, en 1998, est instaurée l'injonction de soins uniquement destinée aux agresseurs sexuels. Et dans un deuxième temps, son champ, au fur et à mesure des années, notamment à 2 reprises, son champ va s'étendre considérablement, puisque ce ne sont plus que seulement les agresseurs sexuels, mais également les personnes particulièrement violentes qui peuvent être soumises à l'injonction de soins. Bon, pour nous, on reste dans le champ pour aujourd'hui des agresseurs sexuels. Mais évidemment, il y a d'autres caractéristiques concernant l'injonction de soins. En tout cas, on a élargi considérablement et il y a d'autres sources d'élargissement. Alors, il faut d'abord remarquer que l'injonction de soins n'est décidée qu'après avis du médecin, de l'expert. Le juge ne peut pas prendre seul la décision. Il a besoin d'un avis qui porte l'indication du soin. Donc, vous voyez que même si le juge reste libre de décider, exactement comme dans les situations d'expertise avec un prononcé d'abolition du discernement, le juge est en grande difficulté pour éventuellement aller dans un sens contraire à celui qui a été prononcé par le médecin. Ce qui fait que, en pratique, dans la majorité des cas, eh bien, c'est le psychiatre expert qui va décider ou non d'un soin. Alors, l'extension d'année en année de l'injonction de soins s'est poursuivie sans que véritablement il y ait des études, des analyses de son efficacité, en ce qui représente le risque de récidive, de diminution du risque de récidive. Et finalement, la population accueillie en injonction de soins, si j'ose dire, eh bien, s'est considérablement amplifiée. Et donc, avec au départ des services qui étaient peu enclins à accepter les personnes, qui étaient justement peu spécialisées. Et puis, dans les dernières décennies, il y a eu cette amélioration évidemment considérable avec une expérience grandissante, d'abord des SNPR et puis des CRIAV. Et on en est aujourd'hui, je dirais, tout de même encore, malgré les années qui passent, avec des difficultés de mise en place. La preuve, c'est qu'au fond, on me pose cette question aujourd'hui, existe-t-il
un traitement spécifique des agresseurs sexuels. Bon, je pense qu'on fait aussi appel un peu à mon esprit critique pour essayer d'envoyer quelques flèches en face de ce dispositif. Bon, moi je dirais d'abord, qu'est-ce que ça a produit, l'injonction de soins? Ça a produit le fait que les thérapeutes sont confrontés à la prise en charge de patients de plus en plus nombreux et qui ne demandent rien d'autre qu'une prise en charge de façade leur permettant d'échanger de l'incarcération contre du soin. Il y a une sorte de rituel symbolique, on pourrait dire, contemporain dans ce contrat instauré par l'injonction de soins. Pour un nombre croissant de patients, c'est quelque chose qui est quand même assez sensible dans le travail de coordonnateur, qui m'apparaît avec une évidente clarté de plus en plus, et qui d'ailleurs me laisse un peu en difficulté, moi-même, en me posant la question de quel est véritablement mon rôle en tant que médecin coordonnateur, c'est-à-dire où est-ce qu'il s'arrête et où est-ce qu'il commence. Au fond, le patient, un bon nombre de patients, et notamment dans le champ de la perversité, nous dit montre-nous simplement que tu te soignes et tout ira bien. Il pense avoir reçu ce message, il vient donc nous montrer qu'il se soigne très bien, comme on lui a demandé. Après, il n'a pas d'autre alternative que d'accepter les soins ou de passer un sérieux bout de temps à l'ombre, et donc, que feriez-vous à sa place? Donc on a beaucoup débattu de la question de l'indication de soins, d'injonction de soins, lorsque le sujet d'injonction de soins et donc de soins, lorsque le sujet ne se reconnaît ni coupable ni malade. Beaucoup d'experts, c'est une position qui était fortement partagée autrefois, qu'il est moins aujourd'hui. On pourrait dire qu'au fur et à mesure que les théories d'obédience psychanalytique ont reculé pour laisser la place dans ce champ aux théories basées sur le comportementalisme, en parallèle, on a accepté de plus en plus, mais le débat reste vif, de savoir si lorsque le sujet ne reconnaît pas les faits et lorsque le sujet ne se dit pas malade, ne demande pas de soins, n'exprime pas de souffrance, faut-il néanmoins aller prescrire une injonction de soins? Il existe également plusieurs formes de déni, on pourrait dire, dans cette méconnaissance du patient mise en exergue par rapport à ses actes et par rapport à son désir. Mais dans la structure perverse, donc plusieurs, sans doute, formes de déni plus ou moins importantes, plus ou moins malléables. Mais dans la forme, si on prend le raisonnement le parangon du sujet pervers, le bloc déni, défi et clivage est évidemment d'une résistance en béton. Je dis évidemment, c'est l'expérience du temps et des prises en charge des pervers, si bien que du temps où j'exerçais encore à l'hôpital, je me souviens que dès qu'on disait « j'ai pris quelqu'un et c'est apparemment un pervers en thérapie », la réponse était « mais t'es fou, t'es complètement fou, où vas-tu? Tu cours à l'échec et tu vas te faire avoir en plus », puisqu'il était presque enseigné dans les cours de médico-légal que surtout il n'était pas question de prendre en charge un patient pervers. Alors moi, j'en ai pas pris en charge beaucoup, mais j'ai le souvenir d'un patient dont je voudrais vous raconter rapidement l'histoire. C'était pas un délinquant sexuel, mais c'était un vrai pervers sexuel. Il est arrivé envoyé par un CHU de l'Est, je ne sais plus trop où, Strasbourg, je crois, et sans explication, en disant il faut absolument qu'il soit pris en charge. Donc je vois arriver un monsieur très correct, genre, je sais pas, vendeur chez IBM, vous voyez, en costume, cravate, très correct, poli, gentil, qui s'assoit et je lui dis, mais quel est le motif de votre consultation? Ah, on m'a demandé impérativement, quand je suis sorti de l'hôpital à Strasbourg, de consulter. D'ailleurs, j'ai consulté un autre de votre
confrères dans le même hôpital, mais bon, ça n'a pas trop marché. Puis il m'avait dit qu'il fallait mieux en voir 2 que 1, donc ils m'ont donné 2 noms. Donc je viens vous voir. Ah, d'accord, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous le fais rapide, hein. Ça a pris un peu plus de temps que ça. Et donc, il était autour de midi, hein, ça accélère toujours les consultations. Et donc, le type me dit, ben voilà, j'étais à Strasbourg en déplacement professionnel, parce que mon rôle, c'est de former des vendeurs de différentes compagnies, marques automobiles à la vente. Donc, depuis des années, je me déplace, et puis voilà. Diapositives, etc., comme ici, toc, on vous apprend la vente de voitures, donc c'est mon rôle. Je suis marié, j'ai une femme qui est infirmière, j'ai 2 enfants. Et là, dans la chambre d'hôtel, le soir, quand je me suis retrouvé tout seul, on venait de me servir le plateau repas, et j'ai été pris, vous savez, de mon désir habituel. Je dis, ah bon, quel est donc votre désir habituel? Il me dit, alors je vous le fais quand même, hein, il était assis, il me dit, c'est d'être lisse là. Excusez-moi, hein, c'est pas... Voilà. D'être lisse là. Ah, je me dis, comme j'étais un peu spécialisé dans le truc de l'identité de genre, je me dis, voilà, un cas intéressant. Je dis, ah bon, et alors qu'est-ce que donc s'est passé? Bon, alors en gros, je vous le fais vite, hein. J'ai pris le couteau à petit cran, là, vous savez, qu'on m'avait livré avec le plateau repas, et puis je me suis enlevé un testicule. Ah, vous voyez que ça vous fait plaisir. Donc, ça a beaucoup saigné. Alors je me suis dit, ne t'inquiète pas, fais une compression, ça va passer. Parce que le type, il est raisonne, hein. Il n'a pas 80 QI. Donc il appuie et il fait une compression et il lève le truc 3 minutes après. Et là, putain, j'ai vu que ça continuait à saigner. Alors là, docteur, je me suis dit, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à ma femme, et je me suis dit, tu vas y rester. Donc, bon, j'ai rappuyé, j'ai appelé le SAMU, ils sont arrivés, ils m'ont hospitalisé à Strasbourg, mais ils n'ont pas pu me remettre le testicule puisque je l'avais mangé. Ah! Et vous savez, ajoute-t-il, docteur, eh bien, quand on mange, il y a toujours une petite partie qui résiste, vous voyez. J'ai mâché, et il y a toujours une petite partie qui résiste. C'est fabuleux. Bon, voilà. Vous ne pouvez plus jeter Freud à la poubelle quand le type dit ça. Donc je remonte chez moi, je lui dis, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Je m'accroche au bureau. Je rentre chez moi et il y avait ma femme. Je lui dis, tu sais ce que je viens de voir? Trahissant le secret professionnel sous le coup de l'émotion. Alors je lui raconte et elle me dit, oh, mais tu l'as cru toi? T'es sûr? Ah, je réfléchis, effectivement, il n'avait qu'un seul signe clinique, c'est qu'il était très pâle. Il sortait en fait d'une hémorragie, donc en fait l'acte a bien été confirmé par la suite, etc. Je l'ai suivi, à la fois très simple, très difficile. À un moment, je lui ai proposé de l'enregistrer, comme on voudrait le faire avec moi aujourd'hui. Donc j'ai proposé de l'enregistrer parce que j'ai pensé à vous déjà il y a quelques années. Et puis, au fur et à mesure que je commençais la phrase pour lui expliquer que ça serait peut-être bien qu'on ait une caméra entre nous, il m'a dit, je vous arrête tout de suite, docteur. Vous savez pas comme ça me ferait plaisir. Car en effet, il s'enregistrait lui-même, il avait des montages dans son grenier avec des trucs, des poulies, etc. Il s'habillait en trucs collants en vinyle, etc. Voilà, alors ce patient, j'ai perdu de vue parce que la psychologue à laquelle j'avais demandé impérativement de faire des tests psychologiques l'a convoqué 3 fois et a raté la consultation à chaque fois. Je pense tellement dans son inconscient, elle craignait de rencontrer ses grands agresseurs sexuels. Donc il en a eu un peu marre et puis bon, il s'achetait quelques boîtes de chirurgie qu'il avait dans son grenier, on ne sait jamais, au cas où il est quand même tenté de temps en temps de s'enlever la seconde. Hein. Donc c'est pour vous dire que
Vous voyez, il est vraiment malade, lui. Hein. On ne va pas contester. Est-ce qu'il contrôle ses actes? Est-ce qu'il contrôle ses actes? Imaginez que dans la construction de sa perversion, il y a juste eu un petit déclic de projection, que sais-je, un mécanisme très particulier, qui fait qu'au lieu de se l'enlever à lui, il l'est enlevé à quelqu'un d'autre, un jeune garçon, mettons. Est-ce que nous aurions pu penser qu'il était malade et qu'il ne contrôlait pas du tout ses actes, et est-ce que nous l'aurions aboli? Voilà déjà une petite question qui est posée, si vous voulez, sur la question de l'abolition, on va y revenir, de l'altération ou du caractère ni aboli ni altéré de l'acte du pervers. Bon. Alors il y a des pragmatiques, comme le docteur Coutenceau, qui va bientôt s'endormir tellement il essaie de suivre ce que je raconte, qui, plutôt que de s'immobiliser dans des stratégies qu'ils connaissent par cœur, ces obédiences, choisissent des positions un peu plus pragmatiques. Le pragmatisme l'emporte sans négliger les apports des uns et des autres, mais au fond, au lieu de se bloquer dans des guerres de tranchées stratégiques, des stratégies lourdes, vous voyez, des stratégies à la Poutine, hein, et bien là, on peut se demander si on ne pourrait pas avoir des tactiques un peu plus légères et utiliser ce qu'il y a d'intéressant d'un côté dans les thérapies psychanalytiques, de l'autre dans les thérapies comportementalistes. Par exemple, m'a-t-il dit, mais il interviendra tout à l'heure pour élaborer un petit peu plus son propos, mais enfin par exemple, un pédophile qui est attiré par les jeunes garçons trop jeunes, mineurs, est-ce que, au fond, l'homosexualité chez lui n'est pas directement visible, qu'il ne s'avoue pas à lui-même? Et est-ce qu'on ne pourrait pas simplement, par quelques techniques comportementalistes, le pousser un peu vers une voie plus sage, plus légale, plus respectueuse de la loi, d'un comportement sexuel à peine différent, mais qui serait, au fond, des relations homosexuelles avec un jeune garçon éphèbe, mais lui majeur. Voilà un exemple de tactique qui respecte à la fois les thérapies comportementales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de mettre en place une thérapie qui correspondrait à cela, et puis qui en place, en même temps, ne néglige pas le fait que la structuration de l'individu en place, c'est une organisation qui relève du mécanisme de psychodynamique et des pulsions. Mais à l'évidence, on se pose la question de savoir finalement jusqu'à quel point l'objet du fantasme, le désir, la structure du désir est modifiable et malléable. Est-ce que vraiment nous avons, si vous voulez, des particularités telles dans le désir que dans l'organisation structurale qui fonde l'expression du désir, est-ce qu'il y a de la souplesse? Est-ce que c'est mobile? Et jusqu'à quel point c'est mobile? On s'est assez peu posé ces questions-là, parce que, en fait, le débat a été un peu tronqué, puisque cette histoire d'acceptation du soin a fait que les psychanalystes, à part, comment s'appelle-t-il, il y a Crozier qui me vient, Ballier, à part Ballier, ont déserté finalement le champ de la thérapie des agresseurs sexuels, et que finalement les difficultés, on y reviendra, c'est que peut-être on est un peu en manque de réflexion plus approfondie qui pourrait faire le pont entre les dimensions psychodynamiques et comportementalistes. Bon, je voudrais revenir sur les problèmes de place. La place du coordonnateur, du médecin expert, du thérapeute. Ça a l'air très simple comme ça, mais on voit bien que ce qui s'est passé, c'est que l'injonction de soins a un statut hybride. Elle a un statut hybride, elle est prononcée soit comme une peine complémentaire, soit comme en accompagnement d'une peine, et soit il n'y a pas de peine, mais il n'y a que l'injonction de soins sans incarcération. Donc, soyons clairs, ce à quoi il est condamné, c'est à passer du temps avec le thérapeute.
Voilà. Le défi, c'est donc pas seulement du côté du patient, hein, du fonctionnement du patient, il est au centre du camp du thérapeute aussi. C'est un sacré défi pour le thérapeute et le coordonnateur, et l'expert qui prononce. Le premier défi, c'est de marier deux inconciliables. On dirait la carpe du soin et le lapin de la peine. Il y a une superposition entre la peine prononcée et la démarche thérapeutique, confondant donc en une seule personne le patient et le condamné et le patient. Donc évidemment, c'est ce qui a fait fuir les psychanalystes. Alors, deuxième petite perversion de défi, d'abord du thérapeute, deuxième petite perversion ou perversité quand même, l'injonction de soin, malgré son caractère obligatoire, préserve la notion de consentement de soin. C'est dans ce but que le président de la juridiction informe le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, et que s'il refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution. Son fonctionnement poutinien. Étrange conception de la liberté et du consentement, qui appelle quand même une petite réflexion sur nos repères éthiques à nous. Où les a-t-on mis à l'époque? Je me souviens des discussions. Il y avait une montée au niveau de notre syndicat. Finalement, les choses sont passées. Troisième petit problème, celui du secret médical. Ça se rejoue, c'est le même problème qui se rejoue. Regardez, c'est quand même extraordinaire. Bon, alors, le secret médical et, comment on dit, total, enfin, voilà, on ne peut pas y toucher. Très bien. Alors là, on est embêté, parce que quand même, on condamne et on voudrait bien que les soins avancent et soient efficaces. Donc, pour la décision du côté de la justice, il faut quand même avoir un petit éclairage. On ne peut pas aller demander au docteur, puisque le docteur, il ne peut rien dire. Et qui nous a assuré que si jamais il commençait à dire quelque chose, son soin était foutu. Sa position de médecin était définitivement rayée. Donc, astuce suprême. Non mais la ficelle est trop grosse quand même. On a bien un médecin intermédiaire, un médecin coordonnateur. Alors il est moitié le collègue du thérapeute. Et donc entre eux, ça peut éventuellement communiquer. Alors on dira, ah oui, mais attention, le thérapeute, il n'est jamais obligé de dire quelque chose au coordonnateur. Non, mais enfin, oui, il a signé un contrat, machin, il s'engage, bon. Et puis, la relation entre le coordonnateur et le juge. Alors là, il n'est pas vraiment expert, mais c'est comme s'il était expert, il est inscrit sur une liste particulière qui n'est pas la liste des experts. Mais il est médecin coordonnateur et certains pensent qu'on pourrait le transformer en expert. C'est une petite expertise, ce rapport chaque année qui va rendre compte au juge de l'avancée des soins. Et comment le médecin coordonnateur fait-il pour juger l'avancement des soins? Alors vous voyez, il y a un médecin qui a prononcé l'indication. Il a prononcé une indication sans dire le type de traitement. Parce que le médecin expert, la question ne lui est pas posée. Est-ce qu'on le soigne? Si, est-ce qu'on le soigne ou pas? Est-ce qu'il est opportun de le soigner ou pas? Mais après, pas selon quelle technique et pas combien de temps. Donc, c'est le thérapeute qui a les mains libres sur cet aspect-là. Et en même temps, on a dit, attention, le coordonnateur, il contrôle le médecin traitant, il valide. C'est-à-dire, c'est le médecin coordonnateur de dire, le médecin traitant a choisi la bonne technique. Moi, très souvent, je ne sais même pas quelle est la technique qu'utilise le thérapeute, et d'ailleurs, il ne me l'a pas expliqué. Donc, il y a ce dispositif qui est en fait, moi j'interprète ça comme un élargissement du champ médico-légal de la psychiatrie. C'est en fait un grossissement du médico-légal. Si on en revient à Foucault, qui a quand même admirablement écrit, moi je vous conseille à tous, lisez le premier chapitre, Les anormaux de Foucault. Bon, on a vu des tas de choses sur Foucault, etc. Mais il faut, vous avez une trentaine de pages à lire. Foucault décrit la position tout à fait monstrueuse, tout à fait anormale, tout à fait bâtarde du médico-légal psychiatrique.
au fond, il y a une sorte d'entente entre le juge d'un côté, la médecine de l'autre, pour produire ce champ tout à fait particulier, qui n'est pas un champ de savoir scientifique. Voilà, Foucault décrit une rupture épistémologique entre le psychiatre traitant et l'expert. L'expert, il va donner son appréciation sur des critères qui sont propres à l'expertise, qui sont plus ou moins bien construits. Et c'est d'ailleurs pour ça que le corpus de construction du savoir de l'expert, il est assez pauvre. Voilà, hein. Essayez de trouver des articles précis sur l'altération, sur l'abolition ou sur l'indication de l'injonction de soins. Vous n'allez pas en trouver, croyez-moi, vous allez en trouver quelques-uns, mais c'est à côté de la plaque, on ne va pas pouvoir aborder. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que la médecine, la psychiatrie, n'a pas de réponse précise sur l'abolition ou l'altération, ni même sur l'injonction de soins. On va peut-être y arriver, il faut progresser dans ce sens-là. Et donc c'est un espace dans lequel le psychiatre trouve quelques insignes qui viennent redorer le blason de la psychiatrie et qui est au centre de l'organisation de la psychiatrie. La position de l'expert, elle est la position de l'expertise psychiatrique, elle est au centre de notre discipline. D'une certaine façon, c'est sur elle, sur cette position, que s'est construite la psychiatrie. On a isolé, détaché, et finalement détaché complètement la psychiatrie de la neurologie sur cette problématique-là. Qui est fou et qui ne l'est pas au moment de l'acte? L'article 64 du Code pénal, naissance de l'article 64 du Code pénal, naissance de la psychiatrie. Bon, je vais vite, mais voilà, on pourrait articuler ça. Donc nous sommes quand même sur cette question-là, centrale par rapport à notre discipline. Elle n'est pas souvent évoquée, elle n'est pas souvent discutée, parce qu'il y a une aporie, si vous voulez. C'est quelque chose qui est irréconciliable, on ne peut pas aller plus loin, mais en même temps... Est-ce qu'on peut suivre Foucault en pensant que donc du coup tout est bon à acheter à la poubelle? Non, certainement pas. C'est une amélioration des choses quand même, mais on reste très en difficulté entre l'exercice de la peine et l'exercice du soin. Et au fur et à mesure des années, sans pouvoir résoudre cette contradiction, on est assis en quelque sorte sur cette contradiction. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir en tête, parce qu'il faut intégrer que nous sommes sur cette ligne de fracture, nous sommes installés sur la frontière qui limite le toléré de l'interdit, et nous sommes, nous les porteurs, c'est pour ça que nous ne sommes pas des médecins tout à fait comme les autres, les psychiatres, à ce niveau-là, nous sommes les porteurs, et c'est aussi pour ça que nous sommes remis en cause dans les affaires médiatiques, etc. Évidemment, il y a cette place particulière qui est appelée immédiatement que, structurellement, sans en avoir la conscience, les personnes en ressentent. C'est un champ épistémologique et structural, en réalité, qui est en cause là-dedans. Voilà, excusez-moi les grands mots, mais je pense que ça, c'est une dimension fondamentale, parce que ça structure nos modes de pensée derrière. Bon, alors, la différence, si vous voulez, cette histoire d'injonction de soins, c'est que, fondamentalement, les catégories qui sont déterminées par le Code pénal et la justice ne sont pas superposables aux catégories déterminées par la psychiatrie. Donc, de nouveau, c'est ce clivage qui apparaît. Les sujets désignés comme des infracteurs sexuels par la justice, eh bien, sont très dépendants des frontières et des mouvances et des avancées de notre code pénal. La principale augmentation du nombre des infracteurs sexuels en incarcération est liée à deux choses: la transformation en 1980 du statut du viol dans le code pénal, qui devient un crime, et la longueur des peines qui va être imposée ensuite aux infracteurs. Donc, modification du code, modification culturelle, modification du code pénal, paf, tout un champ d'infractions sexuelles qui vont arriver en thérapie, parce que les experts, d'une certaine façon, vont continuer à suivre le mouvement, on pourrait dire,
j'exagère un peu, je caricature, on peut espérer qu'il y a une vision un petit peu plus claire, mais enfin globalement c'est un grand mouvement qui se produit comme ça. Donc qu'est-ce que ça a produit l'injonction de soins? Une saturation de l'espace thérapeutique. Il y a des considérations pratiques évidemment concernant l'augmentation du nombre de délinquants sexuels, mais aussi du nombre de psychiatres, du nombre de thérapeutes, du nombre de criaves, du nombre d'experts, du nombre de médecins coordonnateurs. Et donc la pompe est amorcée et ça arrive sans que personne ne se pose trop de questions. Vous avez remarqué qu'il a fallu des mois pour que, devant une épidémie de Covid, on commence à élaborer des stratégies par rapport aux patients qui arrivaient dans la machine. Donc là, on pourrait se demander, bon, alors les pervers sexuels, quelle est notre capacité de modifier leur comportement par rapport à tous les autres qui vont venir en soins? Et est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper des pervers sexuels? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une gradation à la Olivier Véran, vous voyez, dire à un moment donné, on s'arrête de les prendre parce qu'on ne peut plus. Ouais. Donc, personne ne pose ces questions, donc on continue. Bon, d'accord, il y a un peu de tri qui se fait sans rien dire par derrière. Hein. Mais enfin, c'est quand même des questions qui pourraient se poser. Alors, quels sont les soins spécifiques? Céline Baïs, vous m'avez demandé, moi j'ai lu vos livres, hein. Donc il y a les soins en fonction des différentes personnalités, bien sûr, donc les soins des moments de rencontre permettant de décrypter l'évolution du processus psychique, le recours à l'acte, l'économie du sujet, etc., la psychothérapie individuelle, les psychothérapies de groupe avec diverses obédiences, et essentiellement maintenant les thérapies cognitives, mais aussi la méditation, les groupes un peu plus soft, un peu plus cool. Hein. La chimiothérapie à côté de ça. Alors je vais commencer effectivement à me renseigner sur ça, mais alors j'ai vite abandonné, parce qu'il y a il y a évidemment des très intéressants. La France n'est pas en retard dans l'élaboration théorique, au moins, des techniques de soins à base d'hormones, de chimiothérapie. Mais évidemment, ça reste des indications qui sont limitées et qui demandent toujours l'acceptation du sujet. Évidemment, il y a eu des tentatives pour effectuer des relations. On trouve dans les bouquins que nous lisons, qui nous intéressent, des tableaux de correspondance, en quelque sorte. Quelle technique en face de quel agresseur? Mais en fait, les agresseurs sont tellement différents dans leurs variables qui les caractérisent qu'on est rapidement très en difficulté pour pouvoir établir ces indications. Il y a une rupture épistémologique finalement entre la cuisine de l'expert qui va produire l'indication du soin. Alors, vous savez, l'expertise, elle arrive en dernier à la question: faut-il mettre une injonction de soin? En général, l'expert il a tellement sué sur les questions d'avant que la dernière, ça va l'embêter, hein, puisqu'il est en difficulté. Il est très souvent en difficulté. En plus, il est même parfois déjà en garde à vue. Parfois en garde à vue, la question est déjà posée. Ça va aller en comparution immédiate, et puis le juge va prendre la décision. Donc, vous êtes là, vous ne connaissez pas le patient, ça fait 1 heure que vous êtes avec lui, et puis il faut déjà décider si vous allez mettre une injonction de soin. Bon, vous voyez que la difficulté qu'on pourrait avoir, il y a des marges de progression, on va dire. Hein, voilà. Donc, il y a ces classifications qui sont imposées par le code pénal, il y a les classifications psychiatriques derrière. Donc, le travail classificatoire en psychiatrie, ça impose toujours une certaine idée des rapports entre le normal et le pathologique. Parce que même si nous nous voulons athéoriques aujourd'hui, même si nous prenons le DSM et que nous comptabilisons les critères, on se fait quand même en arrière-plan, et dans les discussions ça revient évidemment extrêmement rapidement, une idée de sous-bassement sur lequel on représente le normal et le pathologique. Donc ce qu'il y a de révolutionnaire en fait dans la pensée freudienne, c'est que
le travail classificatoire nosographique et nosologique de la psychiatrie, il repose sur les exclusions. Le normal exclut le pathologique, et puis telle catégorie dans le pathologique exclut les autres catégories. Jusqu'à en arriver à la case où je peux rien dire, ou bien il est dans une case où j'arrive pas à le classer. C'est pas du tout ce mode de raisonnement dans l'aspect psychopathologique et la référence freudienne. Il n'y a pas d'extériorité du normal par rapport au pathologique. Le pathologique, ou plutôt le normal, est une forme particulière d'équilibre heureux du pathologique. Il n'y a pas de procédure d'exclusion. C'est un même ensemble, avec les trois grandes structures. C'est un même ensemble qui se recombine. Et donc, l'obédience psychanalytique implique, lorsque on reçoit l'agresseur sexuel, de l'accueillir dans l'écoute de son style, en fait. De son style, c'est-à-dire de se composer, on pourrait presque dire au sens musical du terme, entre les différentes composantes névrotiques, psychotiques et perverses. Et en fait, bien que utilisant des thérapies comportementales, ce premier temps, il est en France encore extrêmement en rapport avec des conceptions sous-jacentes qui se transmettent de l'organisation psychopathologique produite par la psychanalyse. C'est-à-dire que jusqu'à quel point est-il névrotique, quelle est sa participation perverse, etc. Mais pas seulement dans les actes, qui sont toujours trompeurs, mais au niveau de la référence à la façon dont ces actes vont rentrer dans cette organisation. J'ai encore du temps ou pas? 5 minutes. Donc l'effet des psychothérapies aujourd'hui continue à faire débat dans le problème des agresseurs sexuels. Et les thérapeutes sont un peu dans l'œil du cyclone. Hein. Tout est calme dans les couloirs du triage, mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur quelle dynamite vous êtes assis. Hein. Parce qu'on va vite en arriver à venir reprocher, dans les cas de récidive, l'échec des traitements aux psychiatres. On a déjà reproché aux experts leur position. Il n'y a pas de raison que ça ne s'étende pas à un moment donné. Donc, l'efficacité de nos thérapies, on a intérêt à être clair un petit peu sur, à s'améliorer sur cette dimension-là. Et vous savez que l'efficacité des psychothérapies psychanalytiques avait été, c'est Eysenck, il y a 50 ans déjà, avait publié un célèbre article dans lequel il avait montré que 19 études de psychothérapie étudiées montraient qu'elles étaient totalement inefficaces. Donc à la suite de ça, il y a eu beaucoup de débats entre psychanalystes et cogniticiens. Les sciences cognitives, évidemment, se sont extraordinairement développées. Et puis, on a considéré qu'il était important de développer la démarche empirique, c'est-à-dire basée sur des méta-analyses et avec des techniques qui ne sont plus seulement des techniques d'analyse statistique classiques, mais qui peuvent s'appliquer à des petits échantillons, où donc on va essayer, selon des critères qu'on va définir, de pouvoir travailler sur l'efficacité des psychothérapies. Et donc là, même si les psychanalystes ont fait mauvaise figure en disant qu'on les avait éliminés sur des mauvais critères, notamment sans avoir examiné la possibilité de la relation d'objet qui s'instaurait entre les thérapeutes et le patient, c'est à l'évidence les techniques comportementalistes qui ont triomphé. Avec cela, tout de même, que les mêmes méthodes d'analyse ont montré que, en réalité, la technique que l'on utilisait était un facteur de peu d'influence sur le résultat, très peu d'influence sur le résultat. La principale variable reste dans la relation avec le thérapeute.
c'est au niveau de, alors je ne sais plus, il y a un terme là qui m'échappe tout de suite, mais enfin, au niveau de la relation avec le thérapeute, que continue à rester un point d'interrogation qui est le facteur le plus efficace, quelle que soit la technique qui est utilisée. Donc, ce que l'on peut se demander, c'est si on n'a pas trop vite jeté le bébé avec l'eau du bain, et que est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer nos programmes de soins, puisqu'ils ont été structurés maintenant en programmes de soins, en ayant une attention un peu plus grande, un peu plus particulière à la question transférentielle qui se repose, malgré le fait qu'on ait voulu la jeter par la porte et rentrer par la fenêtre, se repose systématiquement dans la mise en place des programmes de soins. Et là, effectivement, les études qui cherchent à déterminer ces éléments montrent que globalement, les problèmes transférentiels se reposent, mais ils ne sont pas pris en compte. Parce que la technique ne les prend pas en compte par définition, j'allais dire. Et donc la question, c'est de savoir si on ne pourrait pas amalgamer les deux. Il y a eu une intéressante étude canadienne qui a été méthodologiquement absolument irréprochable, qui a montré qu'on est allé voir ce que pensaient les patients, qu'est-ce qu'ils exprimaient au sujet de la thérapie. Alors les patients, ils expriment d'abord le désir qu'on respecte le fait qu'ils puissent avoir un sentiment de maîtrise. C'est un peu compliqué, vous voyez, mais les patients, ce qu'ils veulent, c'est garder quand même une certaine maîtrise à l'intérieur de la thérapie. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, il faut faire attention, parce que si on leur laisse toute la maîtrise de la thérapie, on est mal parti. Alors, paradoxalement, à côté de cette maîtrise, ils veulent des programmes de soins extrêmement clairs, extrêmement bien structurés, qui ne puissent pas être remis en question. Ils veulent un cadre fort. Voilà, pas question que des détails ne soient pas traités, etc. Il faut leur expliquer quel est le cadre, et ce cadre doit être précis, clair, net. On a interprété ça comme le fait que les infracteurs sexuels en groupe ne voulaient pas être pris à partie par les autres, et qu'il y a la nécessité d'un cadre particulièrement fort. Bon. J'espère que rien n'a fonctionné depuis le début. Ouais. Le troisième élément, cadre fort, la maîtrise. Cadre fort, thérapeute fort. Le thérapeute doit résister. Le thérapeute doit être bien structuré. Le thérapeute va être systématiquement mis à l'épreuve dans ses capacités de résistance et de maintien du groupe, d'arbitre du groupe. Il va être sollicité et mis à l'épreuve par les patients, individuellement. Alors, l'analyse de ça, c'est au fait de faire référence au mécanisme de l'identification projective. Et je trouve que c'est très intéressant. Vous savez que l'identification projective, qui est au centre de la perversion narcissique et la pathologie narcissique, est souvent envisagée de façon totalement négative. Ce sont les éléments d'aspiration du narcissisme de l'autre en renforcement du sien propre qui sont mis en exergue comme l'aspect tout à fait pathologique. Mais il y a aussi le fait dans cette projection pour l'enfant de confier à la mère, de projeter sur la mère, de projeter sur une mauvaise mère sa problématique qu'il ne peut pas gérer lui-même, donc dans cette expression d'une projection et du souhait que la mère arrive à tenir le coup et à résoudre le problème de l'enfant pour lui redonner en quelque sorte la solution. Et ça serait au fond dans une imitation de cette sorte-là, dans un mécanisme de cette sorte qu'agirait le pervers sexuel. Non pas dans un but de destruction du thérapeute
ou de pouvoir se sortir de ce pas difficile de sa thérapie, mais simplement en demandant au thérapeute la capacité, en fait, de gérer le problème qu'il ne peut pas penser, qu'il n'arrive pas à penser. Donc, en fait, si vous voulez, ces éléments qui sont souvent interprétés par les thérapeutes comme des tentatives d'échec, de mise en échec de la thérapie, ou bien qui vont être interprétés en termes de comportement pervers, d'actes pervers, demandent en fait à être interprétés, à redonner du sens, à redonner de la compréhension par rapport au patient lui-même. Et donc à décentrer l'objectif de l'action, qui est quand même très au centre de la thérapie et des programmes de soins en termes de comportement, vers le travail de pensée, d'élaboration et de signification de l'acte. Voilà. Je vous remercie.